Bonjour et bienvenue à cette première capsule dans le cadre du cours Chimie 5062. Aujourd'hui, on parle de vitesse de réaction et donc de facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique. Donc, commençons par parler vraiment de la vitesse de réaction. Donc, la vitesse de réaction se définit comme étant la variation de quantité de réactif ou la variation de quantité de produit par unité de temps. Évidemment, quand je parle de quantité de réactif ou de quantité de produit, je peux les représenter selon différentes formes. Donc, on peut parler de masse, de volume, de pression, de nombre de moles ou de concentration. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé en termes de concentration. J'aurais pu parler, comme je vous disais, en termes de d'autres choses. Mais en fait, c'est juste pour regarder à quoi va ressembler, donc quelle sera l'allure d'un graphique de la vitesse de réaction. Donc, l'idée, c'est que je vais avoir un réactif qui va diminuer, hein, logiquement. Je vais avoir mon réactif qui va diminuer et se transformer en produit. Donc, le produit va, lui, augmenter. Ce que je remarque, c'est qu'au départ, les pentes sont très grandes, donc j'ai une grande variation de concentration par unité de temps. Donc, ça représente une grande vitesse. En fait, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une vitesse qui va être plus élevée, donc une réaction qui va être plus vive au début de la réaction qu'à la fin de la réaction. Ce qui est logique aussi. Donc, si vous mettez le feu dans une bûche, bien, vous allez vous rendre compte qu'au départ, la flamme est assez haute et graduellement, la flamme va descendre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc, je vais avoir, dans le fond, autant les produits que les réactifs vont finir par atteindre un plateau qui va être leur quantité finale. Donc ici, on va étudier un graphique que vous allez voir quand même souvent quand on parle de vitesse de réaction et c'est important de bien saisir sa signification. Donc ici, il faut voir ce graphique-là un peu comme un histogramme où on aurait des bandes qui vont monter et qui vont représenter le nombre d'individus, donc dans ce cas-ci, le nombre de particules, pour chaque niveau d'énergie. Seulement ici, les bandes sont tellement petites qu'on ne les illustre pas et on place le graphique comme étant une ligne courbe. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ce graphique-là. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce graphique-là. Il va avoir une ligne qui va être très importante. Cette ligne-là représente l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour amorcer la réaction. Donc, autrement dit, les seules molécules qui vont avoir assez d'énergie pour réagir, c'est ceux qui sont au-delà, c'est celles qui sont au-delà de cette ligne-là. Donc ici, c'est les molécules qui sont représentées par la partie hachurée. Donc ici, on a une représentation de la réaction de la combustion du méthane et on va regarder qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite de cette fameuse ligne pointillée. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai deux molécules de dioxygène qui rentrent en contact avec une molécule de méthane et on voit qu'à droite, j'ai eu une réaction. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à gauche, je n'avais pas assez d'énergie pour briser l'ensemble des liens de mes réactifs. Donc, la collision s'est faite, mais avec un manque d'énergie. À ce moment-là, je vais avoir une collision parfaitement élastique, un peu à l'image de boule de billard. Rendu à droite, là, j'ai une collision qui a été efficace. Pourquoi elle a été efficace? Parce qu'il y avait assez d'énergie pour former le complexe activé. Vous vous souvenez l'autre graphique qu'on va voir un petit peu plus loin? Donc, le graphique où j'avais l'enthalpie de mes réactifs qui devenaient des produits. Donc, à ce moment-là, j'ai eu assez d'énergie pour monter jusqu'au complexe activé. Une fois que je suis monté jusqu'au complexe activé, là, j'ai plus de liaison. Mes liaisons sont tous brisées, autrement dit, par l'énergie de ma collision. Et ils vont reformer des nouveaux produits. Donc, à ce moment-là, au moment où est-ce que je reforme des nouveaux produits, je me retrouve à avoir, dans ce cas-ci, deux molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. Évidemment, une réaction chimique ne se fait pas nécessairement en une seule étape et ça va influencer sur la vitesse de la réaction de la réaction globale. Je m'explique. Si j'ai par exemple une molécule de paraffine, c'est très gros. Donc, pour faire sa combustion, j'ai besoin de beaucoup de molécules de dioxygène. La probabilité que j'ai une molécule de paraffine qui rentre en contact avec autant de molécules d'oxygène est très faible. Donc, dans ce genre de réaction-là, généralement, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une réaction en plusieurs étapes où chaque étape dans le fond, produit un produit une substance qui n'est pas stable.
Donc, la substance n'étant pas stable, eh bien, elle va réagir une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois. Donc, ici, ce que j'ai, donc, vous vous souvenez, c'était le graphique d'enthalpie. Là. On avait un plateau pour l'énergie de mes réactifs qui passait à un complexe activé et qui redescendait vers l'enthalpie des produits. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que je vois plusieurs bas, ce qui veut dire que j'ai plusieurs complexes activés, ce qui veut dire que j'ai plusieurs étapes à ma réaction. Donc, si on l'étudie, on va avoir une première étape qui est ici, où je passe d'un réactif jusqu'à un complexe activé. J'ai une deuxième étape qui est ici, et j'ai une troisième étape qui est ici. Donc, les flèches que vous avez ici, ça représente l'énergie d'activation. Ce que je remarque, c'est que j'ai besoin de beaucoup d'énergie d'activation pour faire ici la première étape de ma réaction. Ça va donc être l'étape déterminante. Donc, ça va être elle qui va limiter la vitesse de ma réaction et qui va être la plus difficile à faire. Pour les autres, ça va être plus facile pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de moins d'énergie d'activation. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire varier la vitesse d'une réaction? Eh bien, je vais commencer par le plus évident, la nature des réactifs. On se doute que du propane, du butane, de l'octane, puis une bûche, ça ne brûle pas de la même façon, même si c'est toutes des combustions. Donc, tout dépendamment de la substance que je vais avoir, ben, la vitesse va se faire plus ou moins rapidement. Vous allez remarquer que pour chacun des critères, donc pour chacun des éléments qui font varier une vitesse de réaction, je vais toujours avoir deux graphiques à gauche. Les deux graphiques qu'on vient de voir. Donc, le graphique de l'énergie cinétique et du nombre de particules et le graphique de la progression de la réaction. C'est qu'en fait, il y a certains critères qu'on va pouvoir voir sur chacun des graphiques et certains qu'on ne verra pas. Donc, c'est pour ça que je veux vous démontrer qu'est-ce qu'on va voir comme variation à chaque étape. Donc ici, comme je le disais, si j'étudie un petit peu plus mes réactifs, qu'est-ce qui va influencer? C'est le nombre des liens. C'est sûr que si j'ai beaucoup de liens à briser, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie. C'est aussi la nature des liens. Donc, est-ce que j'ai des liens covalents, des liens ioniques? Est-ce que j'ai des liens doubles, des liens triples? Donc, ce genre de choses-là va évidemment influencer la quantité d'énergie nécessaire. Et la troisième chose, c'est la phase de la substance. Donc, est-ce que je suis solide, liquide ou gazeux? Donc, si je regarde au niveau de mes graphiques, au niveau du premier, évidemment, ben, ça change la réaction. Hein. Donc, on va pouvoir avoir une variation au niveau de la progression de la réaction où je vais avoir une augmentation ou une diminution de l'énergie d'activation nécessaire pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la même substance. Le deuxième critère, c'est la surface de contact. Donc ici, mon idée est de vous représenter l'impact de la surface de contact avec une petite souris qui voudrait attaquer un fromage, qui voudrait grignoter un fromage. Donc, si mon fromage est dans un contenant cylindrique, la seule surface que ma souris peut attaquer, c'est le dessus du fromage. Hein? Donc, il y a peu de surface qu'elle peut attaquer. Une fois sortie de son contenant, ma souris peut attaquer plus de surface parce que je viens de rajouter le contour comme surface disponible. Le dessous ne l'est pas encore, mais j'ai tout le contour et j'ai le dessus. Donc, ma souris va pouvoir manger plus de fromage. Maintenant, si je sépare mon fromage en deux, eh bien, j'ai encore plus de surfaces qui sont exposées à ma petite souris. Donc, ma petite souris va pouvoir manger plus de fromage. Évidemment, quand on parle de substances dans une réaction chimique, l'idée est que plus les réactifs sont exposés les uns aux autres, plus ma réaction va être vive, plus elle va se faire rapidement. Donc, plus ma substance est réduite en poudre, plus je vais avoir de surface exposée. C'est parfaitement logique. Si j'ai la même masse de bois, mais que d'un côté j'ai une bûche et de l'autre côté j'ai des petites branches, ben mes petites branches vont brûler plus rapidement parce que l'ensemble du bois des petites branches, ou presque, est exposé à l'oxygène, alors qu'au niveau de la bûche, ben, l'intérieur de la bûche n'est pas exposé du tout, donc lui, il va prendre du temps avant de brûler. Donc, c'est le principe de ma surface de contact. Évidemment, au niveau de mes deux graphiques, je ne verrai pas l'impact de la surface de contact parce que
la surface de contact n'a aucun impact sur l'énergie cinétique de mes particules, donc ça ne change rien à mon premier graphique. Et en bas, ben, c'est la même énergie d'activation que j'ai besoin, seulement mes réactifs sont plus exposés, donc on n'aura pas de changement perceptible sur aucun de mes deux graphiques. Influence la vitesse d'une réaction, c'est la concentration. Évidemment, on sait que pour avoir une réaction rapide, ça nous prend beaucoup de collisions. C'est plus facile d'avoir beaucoup de collisions si on a une grande concentration. Donc, l'idée, c'est d'avoir la probabilité d'avoir une collision entre deux atomes de dioxygène et un atome de méthane. Évidemment, ça va se passer plus rapidement à droite qu'à gauche. Il faut bien comprendre que lié à la concentration, on pourrait parler de la pression aussi. Donc, si on augmente la pression d'un gaz, par exemple, logiquement, on va rapetisser son volume, donc augmenter sa concentration. Donc, ça peut jouer aussi sur le volume occupé par un gaz ou sur la pression qu'exerce un gaz. Donc, plus ma réaction, plus je vais avoir de molécules en présence dans un petit espace, plus j'ai des chances d'avoir des collisions, donc plus j'ai des chances, évidemment, d'avoir des collisions efficaces. Et c'est ce que vous avez vu ici. Donc maintenant, au niveau des graphiques, eh bien, au niveau du graphique de l'énergie cinétique n'est pas changée, mais j'ai plus de particules. Donc ma droite va simplement se déplacer vers le haut, ce qui fait que je vais avoir plus de molécules en situation de pouvoir réagir, donc ma réaction va être plus vive. Au niveau du deuxième graphique, ça ne change absolument rien parce que je n'ai pas changé mon niveau d'énergie. Donc, dans les deux cas, j'allais à la même vitesse, je n'ai pas changé mon niveau d'énergie et je n'ai pas changé non plus l'énergie nécessaire pour parvenir à la réaction. Ce que j'ai changé, c'est simplement le nombre de particules qui sont présentes. Autre facteur qui influence la vitesse de réaction, on parle de la température. Vous vous souvenez, la température est directement liée à l'énergie cinétique de mes particules. Donc, plus ma température est élevée, plus je vais bouger. Et comme je le sais, ça me prend de l'énergie pour pouvoir avoir une collision efficace, donc pour pouvoir briser les liens de mes réactifs. Donc, évidemment, si j'ai plus d'énergie, j'ai plus de chances d'avoir une réaction efficace et donc d'avoir une réaction chimique qui va se produire. Au niveau de mon premier graphique, je le vois assez aisément. Je vais avoir une augmentation de mon énergie cinétique. Donc, ma courbe va se déplacer vers la droite. Je vais donc avoir plus de parties hachurées dans mon graphique parce que j'ai plus de molécules qui ont dépassé mon énergie d'activation. Sur mon deuxième graphique, encore une fois, je ne le vois pas. Dernier facteur qui influence ma vitesse de réaction, c'est la présence d'un catalyseur. C'est quoi ça, un catalyseur? En fait, un catalyseur, c'est une substance qui modifie l'énergie d'activation. Elle participe aux étapes intermédiaires de la réaction, mais on la retrouve inchangée à la fin de la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que tantôt, je vous ai parlé qu'une réaction chimique pouvait se faire en plusieurs étapes et que j'avais une étape qui était déterminante ou j'avais une énergie d'activation qui était supérieure aux autres. Eh bien, le catalyseur va venir jouer dans ces différentes étapes-là. Donc, va rajouter ou enlever des étapes et ce qui va faire que je vais avoir une étape déterminante qui demande une moins grande énergie ou une plus grande énergie, tout dépendamment, il y a des catalyseurs positifs et négatifs, mais qui va influencer cette étape déterminante-là. Donc, qui va accélérer ou ralentir la réaction. Donc, c'est vraiment l'objectif d'un catalyseur, c'est de venir jouer dans les étapes intermédiaires. Par contre, dans la réaction globale, je vais avoir les mêmes réactifs et les mêmes produits, ce qui veut dire que le catalyseur que j'avais ajouté au début, je vais le retrouver inchangé à la fin. C'est vraiment dans les étapes intermédiaires que je vais venir jouer dans ma réaction. Au niveau de mes graphiques, bien évidemment, ça va changer mon énergie d'activation. Donc, c'est la petite ligne pointillée qui va changer et donc qui va augmenter ou diminuer la partie hachurée. Donc, c'est elle qui va influencer ma réaction. Et au niveau de mon deuxième graphique, eh bien, je vais avoir une énergie d'activation qui va être plus grande ou plus petite, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, mon complexe activé va monter ou descendre. Donc, ça joue vraiment ici au niveau de l'énergie nécessaire pour participer à la réaction chimique. Petit exemple ici. Donc, j'avais de l'ozone qui agit avec le chlore pour donner du ClO et du O2.
En fait, c'est la destruction de la couche d'ozone que je suis en train de vous représenter. Donc, par la suite, le ClO va réagir encore une fois avec l'oxygène pour reproduire un atome de chlore. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le chlore est présent autant dans les réactifs que dans les produits. Autrement dit, le chlore va être retrouvé exactement à l'état où il était initialement. Ce qui veut dire qu'ici, c'est le chlore qui va être mon catalyseur et qui va changer la vitesse de réaction. Bon, la loi de la vitesse de réaction, c'est une partie de la matière qui est un petit peu plus complexe, qui est un petit peu plus difficile à voir. Donc, je vais avoir une vidéo qui est vraiment faite juste sur la loi de la vitesse de réaction. Mais je vais quand même vous la résumer ici. L'idée, c'est que si je fais varier la concentration, ça va faire varier la vitesse. Ça, on l'a vu, c'est un facteur qui influence la vitesse de réaction. Je vous apprends rien. Donc, si j'ai une réaction hypothétique que vous voyez ici en bleu, je sais que la vitesse de réaction, donc l'équation de la vitesse de réaction, ça va être l'équation que vous voyez juste en dessous de la réaction. Ça va. Le cas, c'est quoi? Bien, le cas, ça va dépendre d'une certaine vitesse, ça va dépendre d'une certaine température, ça va dépendre des réactifs. Donc, mais ça reste une constante. Donc, ça reste une valeur, soit qu'on va vous donner à une certaine température, ou qu'on va vous demander de calculer avec des données qu'on a eues en expérience. Maintenant, les M et N, c'est ce qu'on appelle l'ordre de la réaction. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, évidemment, si je change la vitesse, si je change la concentration, si je double la concentration, je ne redoublerai pas nécessairement la vitesse. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est que je vais avoir une augmentation de la vitesse qui va dépendre d'un certain ratio, ce qu'on appelle l'ordre. Et cet ordre-là, on va être capable de le déterminer expérimentalement en allant chercher des données théoriques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler la réaction d'un de mes deux réactifs et on va regarder l'influence que ça va avoir sur la vitesse de réaction. Et donc, de cette façon-là, on va être capable de déduire l'ordre de ma réaction. Donc, je vous invite à consulter la vidéo sur les ordres de réaction pour pouvoir bien comprendre cette partie de matière. C'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.